Maintenant, dans la deuxième partie, pour faire suite à toute l'atmosphère de la croyance qu'on a parlé dans la première partie, le sujet, c'est le dépassement du vide. Souvent, les gens s'accrochent à des croyances pour éviter d'être placés dans des états d'âme de vide, des sensations de vide. Comment qu'on en arrive à pouvoir se vivre quotidiennement dans un état de non-pensée, comme vous semblez vivre avec la fusion, qui nous donne ni plus ni moins accès à un état de vide ou à une conscience d'un vide quelconque. Ça semble être très menaçant pour l'ego, le phénomène du vide. Votre question me fait penser un petit peu à un exégète français qui voulait écrire un livre sur le silence. Puis, un grand bonhomme, un homme bien, grand sensible, puis il disait, ça n'existe pas le silence. Le vide, c'est un petit peu la même chose. Quand les gens pensent ou parlent du vide, ils parlent d'une absence de quelque chose, soit une absence de pensée ou une absence de conscience émotive. Mais dans le fond, la conscience, c'est toujours présent. Fait que dire qu'on est dans le vide, on utilise l'expression du vide pour créer dans l'homme l'image d'un déplacement, de pollution de son esprit. Mais dans le fond, il n'y a pas de vide. C'est toujours plein, ça, c'est toujours rempli, ça. La conscience, c'est permanent, c'est toujours là. Puis la preuve, c'est que si tu vas par en dedans, tu te parles, il te répond. Fait que, il est où le vide? C'est comme, c'est comme si nous autres, on était ici, là, puis supposons qu'on parle pas 2 minutes, là. Une seconde, 50 secondes. Les gens pourraient dire qu'il y a du vide entre nous autres. Mais dans le fond, il n'y en a pas de vide, on se regarde. Je regarde ta barbe, je regarde tes cheveux, puis je regarde des bottines. Il se passe quelque chose. Il y a toujours... Fait que la conscience, c'est toujours vivant, c'est toujours présent. Fait que le concept du vide, pour moi, c'est un concept spirituel qui fait partie du besoin de l'homme de rechercher une absence de saturation psychologique de son ego. Puis c'est pour ça que les gens parlent du vide. La même chose, les gens parlent de la recherche du silence. Mais quand tu es conscient ou quand tu as conscience avec le plan mental, tu cherches pas le silence. Il te fiche la paix pendant un certain temps, puis tu te reposes, puis il te reparle, puis tu reconnectes. Fait que, pour moi, le vide puis le silence, ce sont des constats psychologiques par rapport à des états intérieurs que l'homme recherche parce que, justement, il y a trop d'activité mentale, il y a trop d'activité cérébrale, donc il ne se repose pas. Puis, pour se reposer, il cherche ce qu'on appelle le vide. Pour moi, le vide, c'est une conception philosophique. C'est une conception psychologique que l'ego crée pour atteindre ce qu'il appelle lui un état de conscience. Alors que la conscience, c'est toujours permanent. Si je vois intérieurement, je dis comment ça va, ça me répond, ça va très bien. Il est où le vide? Probablement, Bernard, que les gens parlent du vide quand ils sont, exemple, dans une perte d'emploi, puis ils disent, là, je suis dans le vide, là. J'ai plus d'emploi. Puis la condition du vide est plus... Dans le vide, ça est dans la merde. C'est pas pareil. Ça, c'est un faux bien, tu sais. Une perte d'emploi, c'est pas le vide. Ce que je veux dire, c'est que la perception que les gens ont du vide, ou quand on parle de dépassement du vide, c'est qu'on parle d'un vide dans le sens que l'individu n'a plus de point de repère.
où on n'a plus accès à sa connaissance, où on ne peut plus donner... Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est l'interprétation psychologique, parce que dans le vide, dans le fond, t'as énormément de repères. Si y a une place que t'as des repères, c'est bien dans le vide. Quand t'es dans le vide, t'es lucide, t'as accès à de l'information, t'as pas d'émotion là-dedans, le mental est clair, il est lucide. Fait que dans le vide, t'as énormément de repères. Le concept, pour moi, le concept du vide, c'est un concept qui est utile spirituellement, mais qui est pas ultimement réel pour l'homme. Je vous donne un exemple. On prend une personne dans ça, on l'amène en avant, puis on lui demande de parler pendant une demi-heure. Pour elle, qui est pas prête à le faire, dans le sens qu'elle ne s'est pas préparée, c'est vivre une expérience de vide. Ouais, mais c'est pas un vide, c'est une retenue d'énergie, c'est parce qu'elle est constipée. C'est une retenue d'énergie, ça. N'importe qui peut venir ici te parler. C'est ces émotions qui vont bloquer l'énergie, puis ils appellent ça le vide. OK. Donc, le vide est simplement une condition de blocage. Ce que la personne appelle le vide, c'est une condition de blocage, mais c'est pas le vide. Dans le vide, tu parles. Moi, je suis dans le vide, là, mais je parle. Je me remplis. Je vous remplis. Puis les gens qui... Les gens qui vivent l'impression d'être plein, mais pas dans le sens que vous le dites, être plein à partir de votre vide, ils sont pleins de quoi? Mais là, tu sais pas, là, comme moi, je sais que vous allez le dire. Il peut... C'est plus fort que vous, cher. Un autre pot. Ils vont être pleins, ils peuvent être pleins d'eux-mêmes, ils peuvent être pleins de leurs illusions, ils peuvent être pleins de leur personnalité. C'est un plein. Ça peut être un faux plein, ça peut être un plein illusoire. Avec le temps, ça s'ajuste, ça devient un plein plus réel. Bon, mais comment qu'un être humain peut se débarrasser de ce plein-là? Bon, ben, la transmutation de ces énergies, ça l'amène à se débarrasser de ce plein-là. Ce faux plein-là. Bon, ce faux plein-là, pour beaucoup de gens, c'est leur plein. Ah ben oui, évidemment, ce faux plein-là, pour beaucoup de gens, c'est leur plein, mais c'est avec ça qu'ils se plaignent aussi. Si tu te plains de ton plein, c'est pas un plein réel. C'est un glad bag, c'est un glad bag, hein? Oui. I'm so glad. La différence, Bernard, entre le plein du vide qu'on parle et puis le plein de soi-même ou des illusions, c'est évident que c'est majeur comme différence, là, mais comment qu'on peut prendre conscience qu'en se débarrassant de notre plein de personnalité, on va être plus plein? Comment ça peut se produire, ça, ce transfert-là, dans la nouvelle conscience d'être rempli d'une énergie qui finalement est totalement vibratoire? Il faut qu'il y ait une transmutation de ces énergies-là. Le faux plein de l'homme, le plein de l'homme évolutif, par exemple, mais au cours de son évolution, c'est transmuter ces énergies-là. Tout ce qui est mis en vibration au niveau de la pensée, tout ce qui est mis en vibration au niveau de l'émotion, qui fait partie de la personnalité, la substance de la personnalité. Au fur et à mesure où l'homme se conscientise, c'est transmuté. Donc, avec le temps, ce qui était le faux plein, puis qui était nécessaire, devient un autre plein plus réel, qui, là, devient vital. Les gens qui se conscientisent, là, puis qui regardent 10 ans en arrière, là, ils voient que, il y a 10 ans en arrière, ils pensaient telle affaire, puis là, ils sont rendus 10 ans en avant, puis ils voient d'une autre façon. Fait que, 10 ans en arrière, ce faux plein-là, il fallait qu'il soit transmuté, ils ont vécu des expériences, puis ils ont grandi lentement, puis aujourd'hui, ils savent des choses, puis ils comprennent des choses, au niveau de leur nouveau plein, si vous voulez, qui est totalement différent de ce qu'il y avait avant. Mais ça a été une progression graduelle, ça a été le produit d'une transmutation lente. Puis aujourd'hui, ben, ils se retrouvent à un niveau de conscience ou avec un niveau de conscience qui est beaucoup plus approprié à leurs besoins. Ce qui était besoin ou désir, je le disais, aujourd'hui, ça devient plus besoin réel, vital. L'homme la sent, la différence. Donc, il se sent plus conscient, il se sent plus dans sa peau, il se sent plus dans sa peau. Probablement la grande mesure de ce qu'on appelle de la conscience, c'est d'être bien dans sa peau. C'est ça la mesure.
simple, là. OK. Tandis que dans l'autre plein, c'est comme dans l'autre plein, bon, il était heureux. Puis le lendemain, il était malheureux. Puis après, il était heureux, il était malheureux. Okay. Il s'enrichissait, puis il perdait. Puis il s'enrichissait, puis il perdait. Il avance-recule. L'homme inconscient avance-recule, puis avance-recule. Tandis que l'homme conscient, il avance. Puis il avance. Puis il avance. Il recule pas. Détruire un système de valeurs, là, est-ce qu'un individu peut vouloir faire ça volontairement? Pour avoir une personnalité plus dégagée, est-ce qu'on peut s'attaquer à un système de valeurs? Non, c'est une illusion. C'est une illusion spirituelle, ça peut être une illusion très dangereuse aussi, parce que ça peut mener à du fanatisme. Il ne s'agit pas pour l'homme de détruire un système de valeurs, il s'agit de regarder les valeurs qui lui ont été imposées par la socialisation de son être, par la culture, par le conditionnement, puis voir au fur et à mesure où ces valeurs-là ne sont plus suffisantes pour lui. Et à ce moment-là, ben, il commence à les regarder, puis il commence à s'ajuster, puis il commence à s'ajuster, puis il commence à s'ajuster, puis finalement, ben, il a transmuté l'énergie émotive, intellectuelle de ces valeurs-là, rattachée à ces valeurs-là. Donc, il se dégage de l'égrégore de ces valeurs-là, et là, il rentre dans sa conscience, il rentre dans, je dirais même pas, il rentre dans ses valeurs, parce que quand t'es conscient, t'as pas de valeur. T'es simplement créatif. Mais quand tu es inconscient, tu as des valeurs parce que tu as besoin pour appuyer ton inconscience, pour donner à ta personnalité, à ton ego une certaine substance, une certaine densité, tu as besoin des valeurs. Ce qui est très bon pendant l'évolution. C'est important que l'homme inconscient ait des valeurs. C'est ce que le rôle de la civilisation. Mais quand tu te conscientises, tu n'as plus besoin des valeurs techniquement dans le sens de l'évolution. T'es créatif, tu sais qu'est-ce que c'est la paix, tu sais qu'est-ce que c'est le respect, tu sais qu'est-ce que c'est aimer, tu sais qu'est-ce que c'est rendre à l'autre ce qui est dû. Il y a des valeurs évolutives qui sont très polarisées, comme l'honnêteté et la malhonnêteté, qui font plus partie de ta conscience. Un homme qui est conscient, il n'a pas à traiter avec la valeur de la malhonnêteté puis de l'honnêteté. Il n'y a pas à traiter avec la valeur de la charité puis la non-charité, ou de l'orgueil ou de l'humilité. Ces valeurs-là sont polarisées. Ça fait partie de l'astral, de l'ego. Ça fait partie des mouvements de l'âme à travers l'ego. Parce que l'homme, quand il est conscient, point final, c'est créatif. Si tu créatif voler, non. Si tu créatif tuer, non. Si tu créatif mentir, non. Fait que c'est plus une affaire de valeur. C'est une affaire d'équilibre dans le c'est une affaire d'intelligence. Moi, probablement, si quelqu'un me posait une question où j'aurais à pas y donner la réponse pour son équilibre psychique, je retiendrai l'information. Il y a bien des gens qui me demandent des fois. Il y a bien des gens, des fois, qui vont me dire, bon, ben, quand est-ce que je vais me marier, ou quand est-ce que je vais avoir une job, ou quand est-ce... Je réponds jamais à ça. Je réponds jamais à ça. Jamais je vais dire à une personne, ben, tu vas avoir un job dans 6 mois, ou... à moins que j'ai des raisons spécifiques pour le faire. Faut qu'il y ait un enseignement connecté à ça. C'est la personne qui pose mal la question à ce moment-là. C'est toujours la personne qui pose mal la question. Si elle pose mal la question, elle la pose avec son ego. Si elle pose la question avec son mental, ben à ce moment-là, il y a une chance d'avoir une réponse plus précise. Ça fait que le concept des valeurs pour un homme conscient, ou l'idée des valeurs pour un homme conscient, ça change. Puis lorsque l'homme sera très très conscient, l'homme n'aura plus de valeur. Il va être simplement créatif. Donc à ce moment-là, on le regardera, on va dire, ben, lui, il vole pas, ou lui, il fait pas ci, ou lui, il fait pas ça, parce que il est conscient. Parce que moi, j'irai pas à la chasse demain matin pour tuer un animal. Non pas parce que c'est pas bon, non pas parce que c'est immoral, ou non pas pour des raisons de valeur que l'homme dans la société se donne, mais parce que ça serait pour moi une souffrance. Tu
tuer un chevreuil, pour moi, c'est une souffrance. C'est rien qu'à me regarder dans l'œil, c'est fini. Donc, à ce moment-là, c'est la raison donc, c'est ma conscience qui m'empêche de tuer un animal. Mais je le fais pas pour des valeurs. Mais si le chevreuil voulait me manger, là, il faudrait mieux le tuer. Comment tu veux dire? Oh, je comprends. Tu vas dire, reste dans ton territoire, viens pas me manger. Mais si tu veux me manger, il m'a tué. Parce que là, c'est un rapport de force. Fait que tandis qu'un homme, parce qu'il y a des gens qui vont, il y a des hommes dans la construction, là, des hommes forts qui vont à la chasse, puis ils vont dans les camps dans le nord du Québec, puis ils vont se reposer un peu, se dilater un petit peu l'esprit après 7 mois de travail difficile. C'est très bon pour eux autres dans leurs conditions de la chasse. On peut pas, ça c'est intéressant. On ne peut pas donner à l'être humain une règle morale pour ses actions. Ça, c'est de la superimposition. Ça, c'est le rôle des philosophies, c'est le rôle des idéologies, puis on a été conditionné à ça. Puis il y a des aspects de ça positifs qui sortent, comme il y a des aspects négatifs. Mais le gars, il va à la chasse, puis il relaxe. Bon, ça fait partie de ça. Il y a les buffers, il y a les corps pour le prendre, le choc, regarder l'animal dans l'œil, puis le voir tomber. Il y a un plaisir là-dedans, puis il va pas à la chasse pour tuer les animaux à gauche pas à droite. Il va à telle date, puis il respecte les lois du gouvernement, ainsi de suite. Fait que c'est merveilleux. Mais amène-les, cet homme-là, à une conscience, à une sensibilité de ses corps subtils. Il pourra pas aller à la chasse. Moi, j'en connais bien des gens qui se sont conscientisés au cours des années, puis sont plus capables d'aller à la chasse, pas parce que c'est immoral ou pour des raisons idéologiques, mais parce que pour eux autres, ça devient une souffrance. Ouais. Bernard, on parle souvent dans le développement de la conscience, on parle souvent d'entité et de force de lumière. Est-ce que le plein de l'individu qui est dans la personnalité, qui est dans les illusions, est-ce que c'est complètement sous la domination de forces entités, de forces astrales, et que l'autre vide là, qu'on parle, qui est le vide plein là, dont on parle, ça c'est complètement sous les forces de lumière? C'est intéressant. Il y a deux sortes de plein. Il y a le plein qui est fait de pensée planétaire. Ce que j'appelle une pensée planétaire, là, c'est une pensée dont la substance, la dénomination, la fonction, la puissance, la vibration n'est pas sous le contrôle de l'homme. Autrement dit, que vous pensez quelque chose, là, dans le sens que vous pensez, ou que vous recevez une communication du plan astral, qui devient encore une pensée, ou que vous recevez une communication du plan mental, qui devient encore de la pensée, mais à un autre niveau. Ce que l'homme vit dans son mental, ça ne doit pas être une invasion territoriale de son psychisme. Okay. Aussitôt qu'une pensée est une invasion, viole votre psychisme. Je donne un exemple. Disons, un jeune homme de 17 ans qui aurait la pensée, pour une raison ou une autre, parce que son prof à l'école, il dit, bon ben, t'es bien sans dessin, puis il s'en va chez eux, puis le gars, il a la pensée qui est sans dessin. Je suis sans dessin. Bon ben, ça, c'est de l'invasion de son territoire. Il y a pas une communication qui vient du mental supérieur ou de la lumière qui aurait cette définition-là. La lumière peut pas dire à l'homme, t'es sans dessin. L'astral, oui. Mais la lumière peut pas parler de même. Parce que c'est destructif, c'est anti-lumière, c'est de la pollution. La lumière, c'est pas de la pollution. Donc, quand la pensée est polluante, parce qu'elle fait partie des égrégores connectés aux émotions puis au make-up de l'homme, à ce moment-là, l'homme est dans une situation de conscience expérientielle. Fait que s'il arrive pas à la maison de petit gars, ou s'il arrive à la maison de petit gars, puis son père, il dit, bon, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Puis le petit gars, il dit, bon, ben, le prof m'a traité de niaiseux parce que j'ai manqué mon test de mathématiques. Puis le père, il est pas capable de neutraliser
la vibration de cette pensée-là dans son mental au petit gars, ce qui fait partie de son rôle, de son éducation. À ce moment-là, le petit gars, ben, il va continuer, puis il va continuer, puis il va continuer, puis il va continuer, puis la première chose tu sais, ben, dans quelques années, ben, il va vivre réellement dans sa personnalité, c'est-à-dire qu'il va vivre réellement en dehors de cette lumière. Moi, c'est comme ma fille. Ma fille, je l'ai supporté pendant des années. Quand c'était intelligent. Fait que je donnais le backup. Quand je disais c'est intelligent. Va-t'en avec ça. Quand je disais c'est pas intelligent, je disais regarde ça, c'est pas encore intelligent. C'est un ajustement. C'est un ajustement. Fait qu'aujourd'hui, à 21 ans, elle est dans son identité. Bon, mais ça c'est notre rôle en tant que parent. Le rôle des aides, le rôle formateur des aides par rapport à une humanité ou à une civilisation, c'est d'amener l'homme à reconnaître que des pensées qui font partie techniquement de la conscience de son ego planétaire, ces pensées-là, faut qu'elles soient un jour sous son contrôle. Moi, si j'avais une pensée dans ma tête que j'étais sans dessin, à cause de ce que je sais, je serais capable de combattre la pensée. D'abord, je connais les mondes invisibles, je serais capable d'aller dans le plan, je serais capable de rencontrer l'entité dans le plan, je serais capable de la brûler, l'entité dans le plan. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Fait qu'éventuellement, ils ont le message, puis ils te laissent en paix. Tandis que l'homme, c'est pas ça, lui. Fait que l'homme, lui, il a des pensées, à gauche, à droite. Il connaît pas les lois occultes du mental. Ça fait pas partie de la psychologie de l'évolution. Puis lui, ben, automatiquement, il vit la pensée d'une façon subjective. Puis en plus de ça, il y a son prof qui tombe sur le dos, le bonhomme à maison, la mère, la belle-mère, tu sais. Fait que qu'est-ce que t'arrives à 40 ans, 35 ans, 30 ans, quand tu t'es fait confirmer que ce que tu pensais, dans le fond, ce qui t'était envoyé, que t'es de même, t'es fait à l'os. Fait qu'après ça, le gars, il rencontre un moineau comme moi, qui renverse tout ça. C'est évident que le monde a des chocs. Mais c'est là que ça se fait à prise de conscience. Fait que, mais, quelque part dans le temps, faut y que quelqu'un le fasse. Faut y que quelqu'un dise, c'est pas de même ça se passe, c'est de même ça se passe. Maintenant, c'est difficile des fois de voir qu'on est manipulé par une entité. Mais c'est-tu plus facile de voir dans une agression par une personne qu'elle est, elle, en train de se faire manipuler par une entité, puis qu'elle essaie des fois même de nous manipuler à travers le fait qu'elle est elle-même manipulée avec une entité. C'est intéressant votre question. Quand vous êtes manipulé par l'entité d'une personne, quand une personne a une entité, ben vous manipule. C'est ça. Si vous vous laissez manipuler, c'est votre entité qui vous manipule. Ah, ouais. Autrement dit, si vous aviez une entité qui voudrait me manipuler, elle serait faite à l'os. Parce que je me laisserais pas manipuler. Non, Non, mais j'explique le principe. Tandis que l'homme, lui, il a une entité qui le manipule, l'autre, il a une entité qui le manipule. Fait que t'as deux entités ensemble qui jouent, pis c'est nous autres, c'est les yo-yo. Ils sont de connivence. Ils sont de connivence. C'est pas tellement qu'ils sont de connivence, c'est qu'ils sont dans des plans subtils où, en fonction des registres de l'âme, sont obligés de travailler d'une certaine façon. Ce qu'on appelle une entité, c'est une mémoire qui est capable d'enregistrer très très facilement sa volonté dans un corps subtil qu'on appelle le corps astral. C'est ça, Tigui? Es-tu là, Tigui? Es-tu parti? Ah, OK. Tu comprends? C'est ça, une entité. Fait que, puis ce qu'on réalise pas, c'est que, premièrement, le phénomène de la pensée n'a jamais été étudié par l'homme.
Moi, j'ai écrit un livre pour les Américains, là, sur l'astral de l'Amérique, puis tout, là. Ça leur a donné un choc abominable à New York. Ils en sont pas revenus, ils sont pas prêts. Pourtant, c'est un peuple évolué, tu sais. Mais ils sont spirituels. T'sais. Puis ils veulent lire un livre, puis ils veulent savoir qu'est-ce que c'est la valeur du livre quand tu peux l'avoir acheté, puis tu peux l'avoir acheté. Il y a une méthode là-dedans? Ouais, ça. Fait que l'homme, l'étude de la pensée n'a jamais été faite. Comment est-ce que tu veux étudier le phénomène de la pensée quand tu penses que tu penses? Explique. C'est parce que le point de départ est difficile à situer. Le point de départ est difficile à situer, puis le point de départ est nowhere. Fait qu'il faut que quelqu'un dise, bon, écoute, le bonhomme, tu penses que tu penses, là, tu penses que t'es intelligent, là. Bon, ben, additionne donc 1 plus 1. Fait que ta zèle, t'es pas capable. Là, il dit, fallait, là, t'es capable. Fait que tu commences à comprendre. À partir de cette expérience-là, là, tu peux commencer à regarder qu'est-ce que c'est qui se passe, qu'est-ce que c'est le phénomène de la pensée. Fait que quand c'est de la connerie, tu dis, wow, ajuste-toi en haut, là, je comprends la game, que c'est juste. Mais quand tu connais pas la game de la pensée, qui est probablement le plus grand mystère de l'homme sur la Terre, t'es fait à l'os. Puis après ça, le monde, ils veulent étudier les lois occultes, ils veulent comprendre qu'est-ce que c'est la mort, le cosmos, les éternels, les immortels. Puis le gars, il est même pas capable de dire avec ses pensées puis travailler chez Eaton. C'est pour ça que j'ai ça, l'ésotérisme. Pas parce que c'est pas intéressant, les connaissances, puis parler de ces affaires-là. Mais parce que l'homme n'est même pas équipé psychologiquement puis psychiquement pour traiter avec sa femme, ses enfants, sa job. Le basic psychology, là, le basic. Là, comment est-ce que tu fonctionnes en tant qu'individu dans une société qui devient de plus en plus complexe? Puis là, le gars, il veut savoir qu'est-ce que c'est des nébuleuses, qu'est-ce que c'est le trou noir, qu'est-ce que c'est des entités, qu'est-ce que c'est des éternels, qu'est-ce que c'est whatever. Qu'est-ce que c'est des ajusteurs de pensée, qu'est-ce que ça mange en hiver, de quel monde qui vient. Puis le gars, il est même pas capable d'y lire avec sa petite vie de tous les jours parce qu'il sait pas que la pensée, c'est de la pollution, puis que c'est utilisé par le plan astral parce que ça fait partie de l'expérience de l'âme. Il y a des gars, il y a du monde, des milliards d'individus sur la Terre qui ont des entités l'autre bord, qui ont des liens karmiques avec eux autres. Ici. Tu sais, quand tu dis que tu as une entité qui a un lien karmique avec toi, tu sais, tu peux avoir tué un homme, puis c'est lui, quand il a rendu l'autre bord, qui devient ton contact. Tu sais, veux dire, il va-tu t'aimer? You know what I mean? Qu'est-ce que tu peux faire? Fait que, jusqu'à quel point, Bernard, les entités sont de connivence ensemble par rapport à deux individus ou plusieurs individus? Ça dépend. Il y a des entités qui sont de connivence ensemble. Il y a des clubs là-bas, tu sais, ils peuvent se mettre en groupe 4, 5, 6, 7, 10. Montre ça à Tigui. Les entités sont capables de se mettre ensemble pour former tu comprends rien? Tu comprends ça? Quand les entités sont capables de se mettre ensemble comme nous autres à la table pour réellement des groupes, là, pour se mettre totalement contre un individu pour contrôler son mental. Fait que, c'est quelque chose. Ceux qui prennent de la drogue, entre autres, ça. Bah, ben, prenez de la drogue, mais vous ouvrez les salles. À des clubs comme ça. À des clubs comme ça. Mais, quand une personne, je reviens au fait qu'il y a des gens, des fois, qui ont des comportements bizarres face à nous, là, puis qui sont vraiment destructifs, ou qui sont vraiment too much, comme on dit, là. Est-ce que, si on sait que c'est pas nous autres qui pensent, puis que les gens sont manipulés par la pensée, est-ce que c'est plus facile de voir dans un individu qui est possédé, de voir l'astral, l'entité? Ah, ben, c'est évident. C'est évident parce qu'à ce moment-là, t'es capable de vibrer t'es capable de vibrer à l'entité. T'es capable de voir son jeu, mais si t'es pas conscient que la pensée vient d'ailleurs, comment est-ce que tu veux vibrer à cette énergie-là? T'es pas capable, tu le vois pas.
t'es tout pris dans la personnalité du gars, là. C'est le gars que tu vois, là. C'est pas en arrière que tu vois, là. Parce que la personne est comme dans une sorte de... D'ailleurs, m'a dit une chose, écoute bien ça, Tigui. M'a dit une chose intéressante. Si on le développe à un autre niveau, une entité, au niveau de l'astral, une entité, c'est une forme d'énergie qui a deux mémoires. Une mémoire est directement connectée à la conscience cellulaire de l'homme quand il était dans la matière expérientielle, puis l'autre mémoire, elle fait partie de sa conscience cosmique quand il était sur une planète avancée avant l'incarnation dans le temps morontien. C'est intéressant. Ça veut dire que quand tu parles d'une entité, tu parles jamais de un temps, tu parles toujours de deux temps. Ça, c'est intéressant. Tu parles de deux temps. Puis sais-tu qu'est-ce que... Hey, tu qui écoute bien ça. Ce qu'on appelle le monde spirituel, c'est la création dans l'astral par des entités qui sont dans deux temps. Un temps qui a appartenu à la Terre et un temps qui a appartenu à la conscience universelle sur d'autres planètes. Puis le mot spirituel dans la science des mots, dans la science des vibrations, ça veut dire un monde qui est assis, qui est formé de deux parties. Un monde spirituel, c'est toujours formé de deux parties. C'est formé d'une partie qui est cosmique universelle, ce qu'on appellerait le haut spirituel, puis il est formé d'une partie de basse vibration qui est planétaire. Puis le problème, c'est que l'homme ne sait pas que à partir du moment où un monde est formé à la fois du cosmique et du planétaire dans l'astral, à partir du moment où un monde est fait d'énergie cosmique et d'énergie planétaire, mais dans l'astral, à cause du mémoriel, ce monde-là est régi par les forces évolutives. Es-tu d'accord? C'est intéressant. Autrement dit, là, j'ai pas de crayon, là. Si on regarde, si on oubliez la Terre. Si on regarde avec le monde spirituel, là, la trappe, l'illusion du monde spirituel, c'est qu'il y a une partie de ce monde-là qui est faite d'énergie qui viennent du cosmos. OK? De civilisations ou de mondes très avancés, de planètes très avancées. Puis il y a une partie qui est faite d'énergie qui vient de l'expérience de la Terre. C'est pour ça que je compte ce qu'on appelle la conscience spirituelle. Pas parce qu'elle est pas bonne, mais parce qu'elle est faite de deux choses. Et une conscience ne doit pas être spirituelle, une conscience doit être universelle. Universelle, ça veut dire qu'elle est capable de comprendre la fonction de la conscience spirituelle et elle est capable de comprendre la fonction de la conscience planétaire. Si t'es pas capable de comprendre la fonction du spirituel, t'es pas capable de comprendre la fonction du planétaire, à ce moment-là, c'est le spirituel qui va prendre ascendance sur ta conscience et automatiquement, l'homme dans son corps matériel, il va avoir tendance à laisser tomber le matériel, puis il va avoir tendance à s'en aller vers le spirituel. C'est pour ça que les hommes spirituels sur la Terre n'ont jamais été capables de pouvoir imposer sur la Terre, dans leur civilisation, dans leur gouvernement, dans leur science, une lumière. Parce que ils sont faits de deux matières. Un être spirituel, il est fait de ces deux matières-là, qu'il en soit conscient ou qu'il en soit pas conscient. Tandis qu'un être qui est intégral, ou l'homme, quand l'homme sera intégral, il ne sera pas fait d'énergie spirituelle. Il ne sera pas fait d'énergie matérielle dans le sens au niveau de la mémoire de l'âme. Il va être fait simplement de lumière, mais il va être capable de composer avec celle-là et composer avec celle-là. Au niveau de celle-là, il va être capable de totalement neutraliser la fonction du sacré.
dans sa conscience à lui, et en fonction, au niveau de celle-là, il va être capable d'élever la fonction du matériel pour que l'homme sur la terre d'avoir ce que j'appelle la capacité du vide. Ce qu'on appelle le vide, moi, la raison que je pense pas, c'est pas parce que je suis spirituel, c'est pas parce que j'ai une conscience astrale matérielle, dans le sens que j'ai des connexions avec des mémoires astrales de planètes. La raison que je pense pas, c'est parce que je suis pas capable d'utiliser ma conscience entre le bon ou le moins bon, le vrai, le faux, le fin, le pas fin, le sacré, le profane. C'est la seule raison pour laquelle je pense pas. Fait qu'à ce moment-là, ce que j'appelle la pensée, que je dis que c'est une forme de pollution, une atmosphère, pour moi, ça me sert pas. Fait qu'à ce moment-là, vous allez dire, mais comment est-ce que tu fais pour parler? Je fais une vibrer, puis contrôler mon propre rayon. Fait qu'à ce moment-là, si je regarde les mondes spirituels, dépendant à qui je parle, si je parle à Tiki Croteau des mondes spirituels, ben je vais y parler à son niveau parce qu'il y a une certaine conscience qui est capable d'aller chercher des subtilités. Si je parle à un autre homme, à une autre personne comme ma mère, ben je vais y parler au niveau de la religion catholique. Si je parle des mondes astro-matériels, dans le sens de l'expérience de l'âme, ce que vous appelez vos qualités, les qualités, les défauts, les tempéraments, à ce moment-là, je vais faire la même chose. Mais je vais toujours les étudier en fonction du contrôle que j'ai sur le rayon, au lieu de les étudier en fonction de l'impression que le monde spirituel crée par la pensée dans mon mental, ou que l'expérience de l'âme, ce que vous appelez vos personnalités, crée dans votre mental. Ça tu d'accord, c'est Tigui? C'est ça la différence. Puis éventuellement, l'homme, ça va faire partie, ça va être une seconde nature pour lui, l'homme, de fonctionner de même. Puis la raison pour laquelle c'est dur pour nous autres de pas penser, ou de pas être affectés par nos pensées, ou de pas être manipulés par des entités. Tigui va ses plans, il rencontre des entités, il y a l'expérience. Mais les gens n'ont pas toute l'expérience de travailler avec des entités, parce qu'on ne connaît pas les lois du mensonge cosmique. Vous allez dire, mais c'est quoi les lois du mensonge cosmique? Ben, parle, puis tu vas, plus on va parler, puis on va y connaître. Moi, je peux pas expliquer toutes les lois du mensonge cosmique. C'est l'homme, au fur et à mesure que l'homme va avancer, tu vas dire, bon, ben, ça fait partie des lois du mensonge cosmique, ça fait partie des lois des mensonges cosmiques. Mais quand l'homme va avoir parlé longtemps, écrit, parler longtemps sur ce que j'appelle les lois des mondes spirituels, les lois des plans astro-matériels, mais à ce moment-là, l'homme va avoir une science tellement avancée que rendu à ce point-là, ben, il va avoir passé, élucidé, expliqué ce que j'appelle aujourd'hui les lois du mensonge cosmique. Donc à ce moment-là, ben, l'homme, il va être dans une conscience universelle, puis quand il va regarder ces mondes-là qui font partie de l'esprit, qui font partie de son contact avec l'invisible, puis qui va vivre en même temps dans le matériel, mais il va pouvoir bénéficier de cette science-là et ne plus être affligé par des mondes spirituels dont il ne connaissait pas les lois du mensonge cosmique et des mondes astro-expérientiels, vraiment des mémoires réincarnationnelles dont il ne connaît pas la provenance. Il y a des gens qui s'en vont des élévateurs puis qui ont peur des élévateurs. Pourquoi est-ce que tu as peur d'un élévateur? Les gens qui ont peur de tomber en bas d'un précipice, pourquoi est-ce qu'ils ont peur de tomber en bas d'un précipice? Il y a des mémoires, là. Ces mémoires-là, j'appelle ça des mémoires astrales matérielles qui ont vécu dans l'ancien temps. Un gars qui a été jeté en bas d'un rocher par des Romains, c'est évident qu'il va avoir la mémoire de ça. Fait que dans un autre vie, il va avoir cette conscience-là. Ça fait partie des lois astrales, matérielles. Mais il n'y a pas que ceux-là, il y a des lois astro-spirituelles. Les lois astro-spirituelles, pour moi, c'est les plus dangereuses parce que c'est celles qui sont les plus proches du sacré. C'est rappelles-tu quand on s'est rencontrés il y a bien des années, tu me disais, Bernard, c'est quoi le Sudmad? Puis la réponse, j'avais dit, c'est une faute. À partir de ça, c'est une faute. À partir de ça, lui, en tant qu'être de lumière, avec sa propre lumière, il était capable de rentrer dans sa propre recherche personnelle, dans sa propre étude personnelle, qui est totalement indépendant de moi, puis
suis totalement capable, autonome, dans sa créativité, de finalement non pas contester les sciences occultes, mais d'y regarder avec une objectivité qui fait partie de sa propre raison d'être. Bon, c'est ça qu'appelle Tiki Creto. Les origines du sacré, Benoît, vous semblez dire d'une certaine... Les origines du sacré, c'est très, très intéressant. Je vais rester debout, là, parce que les origines du sacré sont basées sur deux principes. Les origines, c'est nouveau, ça, je devrais parler de bout comme ça pour le temps, ouais. Les origines du sacré sont les origines du sacré, écoute ça, c'est intéressant. Les origines du sacré sont basées sur un blasphème originel. Un blasphème originel. Un blasphème originel, c'est une lutte originelle par des magiciens des lumières astrales qui, dans le temps, ont voulu imposer dans le monde astral une volonté supérieure à celle de l'homme. Puis en imposant une volonté supérieure à celle de l'homme, ils ont créé un égrégore. Cet égrégore-là est devenu un égrégore du sacré. Ça a été finalement l'emblème utilisé dans l'astral pour convaincre l'homme à travers le mécanisme des croyances que Dieu existait. C'est intéressant. Okay. Ça, c'est le premier. Puis l'autre, c'est quoi la question? Les origines du sacré. Bon. Puis l'autre origine du sacré, c'est que l'origine du sacré, ça a été une volonté politique imposée par une certaine civilisation il y a bien longtemps, pour établir dans l'univers local un ordre hiérarchique de précédence spirituelle pour que des êtres spirituels plus évolués puissent se juxtaposer par rapport à d'autres êtres spirituels moins évolués afin de pouvoir éventuellement sur la terre créer une religion, parce que tu ne peux pas créer une religion comme tu crées une business. Une religion, c'est un processus créatif dans l'astral qui prend bien longtemps et qui éventuellement permet à des êtres en relation hiérarchique de pouvoir créer dans la terre, sur la terre, dans l'expérience de l'homme, à travers le miroir de la pensée, des prises de conscience relativement égales, puis relativement distinctes. Je t'explique. Un curé et un cardinal, ils ont des prises de conscience relativement égales, mais ils ont des prises de conscience relativement distinctes. Un curé et un cardinal, les deux vont croire en Dieu, les deux vont croire au Christ, les deux vont croire à la Vierge, mais les deux aussi, à cause de leur relativité distincte, peuvent avoir des perceptions bien différentes. Tu vas prendre, par exemple, un cardinal qui est très lettré ou un jésuite qui a étudié à Rome les sciences avancées, les sciences ésotériques, il va avoir des notions sur le sacré qui sont bien différentes du petit curé à Chicoutimi. OK? Bon. Fait que ça fait partie de la création du sacré, mais pour que ça puisse exister sur la terre, il faut que ces miroitements soient créés dans les étails de l'astral. Bon, mais dans les étails de l'astral, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on y va, on rencontre du monde, des entités, des lumières. Il y a une différence entre des entités et des lumières. Des entités, c'est des formes conscientes d'impressions créées par la lumière pour bouleverser l'homme à travers des impressions matérielles qu'il a de la vie spirituelle. Okay? Fait que, tandis qu'une lumière, c'est simplement une présence universelle qui est uniforme dans le monde de l'astral. Quand tu vas dans l'astral, puis que tu composes avec le centre de l'âme, qui est la boule, la fer en or, la petite boule en or, puis tu rentres dedans, tout éclate, il ne reste plus rien, ta présence s'établit sur le plan où toi t'es situé hiérarchiquement. Fait que, ces lois-là, on va les comprendre, ça va faire partie de notre conscience, mais c'est évident à mesure où on va les comprendre, on va être obligé de faire un déplacement psychologique, puis on va être obligé de faire un déplacement psychique, puis dans la mesure où on va être capable de le faire, on va finir par être du monde qui a une grande sensibilité vibratoire, comme tu dis, qui sont capables de comprendre les affaires instantanément. Ou des gens comme moi qui sont capables de parler instantanément. Fait qu'à ce moment-là, ben, quand du monde va pouvoir parler instantanément, puis du monde va pouvoir comprendre instantanément, ben, à ce moment-là, on va le faire. Sans ça, ben, ça devient simplement de l'ésotérisme, ça devient
des combats d'idéologie, ça devient des prises de conscience disciplinaires, ça devient des maîtres, des disciples. Tu comprends? Il n'y a plus de conscience universelle là-dedans. Bon, donc. L'accès de mort à ces origines-là, quand les gens se spiritualisent, est-ce qu'ils ont l'espèce d'état de conscience d'avoir accès à quelque chose qui est hors de la planète? Quand les gens sont dans un processus spirituel, est-ce qu'ils, à cause de la relation avec les entités, commencent à sentir qu'ils ont accès à des origines qui sont à l'extérieur des mémoires planétaires? Ben, je fais peut-être du bruit dans la cassette, là. Si je vois avec ça, c'est ça. Ouais, je vais aller. Moi, ça, je vais m'asseoir. Excusez. Ok, qu'est-ce que tu dis, là? Les gens qui font une démarche vers une religion, qui font une étude spirituelle ésotérique, est-ce que leur intérêt ou leur motivation, qui est liée un peu au phénomène du sacré que vous avez expliqué, est-ce que c'est le fait qu'ils sont en contact avec des entités ou des forces astrales qui ont accès à des origines de science ou de connaissances qui sont à l'extérieur des mémoires de la planète? Ça dépend des individus. Il y a des individus qui peuvent faire une démarche vers ou une recherche du spirituel à travers le principe universel que j'appelle le double. Puis il y a d'autres êtres qui vont faire des démarches spirituelles à travers des entités spirituelles qui sont dans l'astral. Ça dépend de leur niveau d'évolution. Mais ça va mener toujours à la même chose. Ça va mener quelque part au cours de l'évolution à une découverte de soi. Mais à une découverte de soi à des niveaux qui vont préférentialiser, c'est pas... Comment tu dis ça? Qu'est-ce que je veux dire? Qui vont privilégier l'individu au lieu du sacré. Okay. Autrement dit, c'est plus... Pour l'homme aujourd'hui, c'est plus la recherche spirituelle la recherche spirituelle ou l'étude spirituelle qui est importante. C'est le résultat éventuel de cette recherche-là. Que ça passe par une entité spirituelle astrale, que ça passe directement par le guide qui utilise des formes ou des idéologies sur le plan matériel à travers l'extérieur. Ce qui est important maintenant, ou ce qui va arriver maintenant, ou dans le futur, c'est que l'homme va non seulement faire une recherche spirituelle. La recherche spirituelle, ça va être simplement un alibi de sa source pour en arriver éventuellement à ce qu'il en arrive à une identité intégrale de sa conscience, pour ensuite pouvoir regarder le monde spirituel ou le monde karmique planétaire de sa conscience, puis en être totalement libre. Fait que ça n'a plus d'importance maintenant que l'homme fasse la recherche spirituelle d'une façon ou d'une autre. Ce qui est important, c'est que l'homme, à cette heure que la conscience morontielle existe sur la Terre, ce qui est important pour l'homme, c'est qu'il doit en arriver finalement à reprendre sur lui-même le contrôle de son rayon, qui va lui permettre finalement de réellement comprendre la fonction historique, occulte, ésotérique du sacré, mais qui va l'amener encore bien plus loin que ça. C'est comme si tu fais une étude du Christ. Le Christ ou le Nazaréen, c'est quoi le Nazaréen? Pour l'être humain évolutif, le Nazaréen, c'est un homme qui vit dans un certain temps. Pour un ésotériste, c'est une autre chose. Mais c'est quoi le Nazaréen? C'est quoi? C'est à quoi cette lumière-là? C'est à l'homme de le savoir. C'est pas à vous dans le public de le dire. L'homme, puis parce que, éventuellement, l'homme va traiter avec le sacré en fonction de sa propre compétence psychique. D'ailleurs, le but de l'évolution future, c'est d'être totalement psychiquement compétent. Fait qu'on est aujourd'hui psychologiquement incompétent. Comment veux-tu qu'on soit psychiquement compétent? On n'est même pas compétent à dealer avec les affaires de la Terre, connaître la politique de la Terre, connaître la science de la Terre. Comment veux-tu qu'on connaisse la science, la politique de l'invisible, ce qu'on appelle l'invisible? Puis un jour, d'ailleurs, on va découvrir que l'invisible n'existe pas. Ah, tu dis? L'invisible, ça n'existe pas. C'est simplement un taux vibratoire différent que celui que le corps astral a pour donner à la matière incarnée ou la fonction incarnée de l'âme un processus de vitalisation des différentes formes astrales qui font partie de la mémoire de l'âme, puis de la mémoire de la race, pour créer sur la Terre une expérience de l'âme pour qu'elle évolue.
Tu sais? Un jour, il va falloir que l'homme, puis ça, comment ça va se faire? Ben, l'homme va commencer à voir ses plans, puis il va voir ses plans, parce que là, on voit sur le plan matériel, on voit des chaises, puis on voit du monde, puis un jour, ben, on va regarder à côté, puis il y a d'autres choses, puis on va regarder là, puis il y a d'autres choses, puis on va regarder n'importe où, puis il va y avoir d'autres choses. On va trouver la terre pas mal habitée. À ce moment-là, on va trouver la terre pas mal habitante. Oui, ça veut dire, j'essaie de comprendre d'abord le fait que quand on se conscientise, on est supposé améliorer notre vie. Puis que quand on commence à voir tout ce qu'il y a de l'autre bord, c'est que ça n'a pas l'air d'être drôle. C'est dans le sens que ça nous fait beaucoup de choses à manager. Si vous vous occupiez moins de l'autre bord, vous vous occupiez plus d'ici. On verrait plus rien de l'autre bord. Vous pourriez, c'est pas l'autre, quand t'es ici, c'est ici. Tu vas aller l'autre bord, quand tu vas l'autre bord, tu t'étends sur ton lit, tu t'en vas l'autre bord. Ouais. Mais quand tu es ici, tu as travaillé chez Eaton, tu as occupé de tes petits, tu restes ici, tu t'occupes de tes affaires ici. Mais le monde, il mélange ici puis l'autre bord. Quand tu mélanges ici puis l'autre bord, ça te magnétise, ça coûte automatiquement, tu t'intéresses plus ici, puis tu finis sur l'assurance chômage. L'assurance chômage. Ça, c'est une autre chose que j'ai eu de l'ésotérisme puis les sciences spirituelles. La première chose que tu sais, le gars, il a une belle job, il était ingénieur, la première chose que tu sais, il fait une évolution spirituelle, la première chose que tu sais, c'est le chômage. C'est une contradiction en termes, c'est pas intelligent. Pourquoi? Parce que l'homme se fait astraliser par sa spiritualité. Il perd son équilibre. Il perd automatiquement son équilibre. Qu'est-ce qui se passe pour perdre cet équilibre-là? Qu'est-ce qui peut se produire pour que l'individu... Il connaît pas les lois de la pensée, il connaît pas les lois du mensonge cosmique, il réalise pas qu'une fois que tu rentres en contact avec des entités, il commence à te magnétiser. Il te magnétise. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner de la voyage. Ils vont dire, bon, ta belle-mère, elle va mourir mercredi à 10h30. Tu vois, belle-mère qui meurt. Une fois que tu as dit ça, c'est fini. Après ça, ils vont dire, bon, ben là, ta belle-mère, on t'avait dit que ta belle-mère mourrait la semaine prochaine à 10h30, là, elle est morte, là. Là, on te dit, bon, ben, prends 50 000 $ que ta grand-mère t'a laissé dans ton compte, mets va-t'en au casino à Montréal, tu vas gagner. Le gars, il part, puis il part tout son argent. Son chien de même, en voulant dire, quand tu vas être intelligent, tu vas comprendre. Que c'est strictement dans la vibration. Que c'est strictement dans la vibration, c'est pas d'enfer. Moi, j'en ai un contact, puis j'en ai trop de contacts. Puis il me dirait le matin, mais va-t'en là, au casino à Montréal, là, tu vas gagner. Je vais aller chier, toi. J'ai quand je voudrais, le mec, j'ai hâte de gagner. Comment vous pouvez marier conscience vibratoire avec information? Tu peux pas. Conscience vibratoire, c'est absolu. Information, c'est de la manipulation. Okay. Je vais te dire une chose, ça, je l'ai pratiqué. L'homme peut être manipulé par les plus hautes hiérarchies du mental, puis dans l'architecture du mental, il y a des covenants qui sont tellement stricts que même les éternels n'en connaissent pas le code. Il y a des mots, il y a des paroles qui sont tellement occultes dans le covenant du mental qu'un homme qui le vibrerait, automatiquement il passe au plan éthérique, puis il est obligé de mourir dans sa conscience cellulaire, puis son corps, il passerait instantanément à une autre dimension. Fait que l'affaire, mais ça, c'est des choses qu'il faut que l'homme par lui-même sache. L'homme doit devenir un scientiste de la lumière. Puis devenir un scientiste de la lumière, ça veut dire être capable de contrôler son rayon, c'est à partir de la lumière, mais le contrôler, puis pour qu'il contrôle, il faut pas qu'il y ait de mémoire. Puis pour pas avoir de mémoire, ça veut dire qu'il faut pas qu'il soit connecté à ce qu'on appelle la science spirituelle, qui fait partie de son incarnation, puis il faut pas qu'il soit connecté à son karma planétaire. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une conscience intégrale. Puis une fois qu'il y a une conscience intégrale, il est capable de dealer avec ces différentes formes ou niveaux de formation ou d'information-là qui peut être affecté. C'est ça que j'appelle la conscience évolutive. Comment on peut en dire? C'est l'homme qui doit déterminer son avenir. L'homme a voulu déterminer son avenir sur la Terre au niveau psychologique, politique, religieux, scientifique. L'homme demain déterminera son avenir au niveau occulte.
Puis quand il déterminera son avenir au niveau occulte, l'homme sera un être de lumière, il sera un être qui travaillera, il fera partie d'une régence planétaire, et il sera capable de rencontrer des entités dans des mondes qui sont totalement merveilleux, mais à ce moment-là, il ne sera plus la queue du singe. Il ne sera plus une créature du bon Dieu. Il ne sera plus un petit cul en culotte courte. Il ne sera plus un petit être humain planétaire qui est totalement numéroté des archives de l'astral. Il ne sera plus un être pour lequel on n'a même pas, dans le solaire local, qu'on n'a même pas l'intention et le vouloir de reposséder. Si on parle d'initiation solaire, tu parles à eux autres en haut, ils n'ont pas l'intention de nous reposséder, dans le sens qu'ils n'ont pas l'intention de revenir en contact avec nous autres par les voies anciennes. Ils ont simplement l'intention que nous autres, on retourne à eux autres en ayant compris qu'on ne peut pas les spiritualiser, on ne peut pas spiritualiser notre relation avec nous autres, on doit renverser le principe de l'amour que le Christ a donné à l'humanité pour les gens afin de s'affranchir par rapport à eux autres de ce qu'on appelle notre karma. Fait que, tu sais, tu peux en faire des conférences, puis blablabla. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Puis ça n'arrêtera pas un jour, parce qu'un jour, l'homme va prendre le contrôle de son rayon. Mais c'est pas eux autres, c'est pas... L'homme un jour, il va comprendre que la connaissance, ce n'est pas ésotérique. Ça, c'est intéressant. La connaissance, c'est vibratoire. La science, c'est vibratoire. Et ça devient conséquemment ésotérique, parce que l'homme la spiritualise, la réfléchit et se l'approprie en tant qu'égo pour devenir ici ou pour devenir ça. C'est totalement vibratoire. Ça, c'est comme un gars qui travaille sur la rue, qui casse une roche. Tu sais, les gars qui cassent la roche, là, à la ville de Montréal, il y a une machine qui casse la roche, puis casse la roche. L'homme va casser la roche de la pensée. Puis ça devient facile. Un jour, quand tu contrôles le rayon, c'est facile, c'est comme un laser. Quelqu'un te pose une question, c'est quoi ça, c'est ça. C'est quoi ça, c'est ça. Fait que, mais pour que l'homme soit capable de le faire, faut qu'il soit réellement intégré dans son énergie. Sans ça, il va avoir une déviation. Il ne sera pas capable de dire que telle affaire, c'est telle affaire, que telle affaire, c'est telle affaire, parce que les forces astrales spirituelles vont l'empêcher. Right? Bernard, puis tu savais que c'est bon? Oui. L'accès à la parole, Bernard, pour être capable justement de mettre en vibration cet état mental-là qu'on a. Vous parlez quand vous êtes en vibration. Les gens en général pensent, ils réfléchissent. Pour pouvoir savoir les choses, il faut généralement les exprimer, les parler, les vibrer. Bon, comment on peut faire comprendre un individu qui a accès à parler dans les registres dont vous parlez? Bon, faut-tu apprendre à dire n'importe quoi? C'est tout ça se dépasser le vide? C'est tout ça se lancer dans le vide? Commencer à parler sur n'importe quoi?